Bonjour, je m'appelle Timothy Vandenbrink et je travaille pour le département de la recherche ici à Campus Saint-Jean et j'ai le plaisir de vous présenter notre programme de recherche au premier cycle. Notre programme consiste d'environ 12 bourses accordées à des étudiants pour financer des projets de recherche indépendants. Cela signifie que les étudiants trouvent leur propre sujet et développent leurs propres questions de recherche. Ils trouvent un professeur au campus comme superviseur et, si leur proposition est acceptée, ils sont financés pour un été de recherche. Bien que la conceptualisation et le travail derrière le projet soient entièrement dirigés par l'étudiant, ils ne sont pas seuls dans le projet. Nos superviseurs agissent en tant que conseillers et peuvent offrir un aperçu sur les questions plus spécialisées. En plus, nous commençons l'été par une série d'ateliers, notamment des tutoriels sur les demandes éthiques, les méthodologies de recherche ou d'autres compétences spécifiques qui n'ont peut-être pas été abordées dans les cours. Nous avons également des espaces de discussion plus tard dans l'été, où les étudiants présentent leurs recherches à jour. Cela offre un double avantage, car le présentateur peut éduquer les autres en ce qui concerne leur sujet et leur méthodologie, mais c'est aussi l'occasion pour le présentateur d'expliquer les défis auxquels ils sont confrontés et peut-être de les résoudre avec l'aide des autres chercheurs. Ces espaces de discussion sont particulièrement intéressants en raison de la nature interdisciplinaire du programme. Nous acceptons les candidatures des étudiants de tous nos programmes au premier cycle à Campus Saint-Jean et avons à ce jour vu des projets portant sur la théorie des jeux, la météorologie, les mitochondries, le droit constitutionnel, l'éducation et les études autochtones, comme celui présenté aujourd'hui. Ce programme est important car des études ont montré que la recherche au premier cycle prépare et incite les étudiants à poursuivre les études au niveau des cycles supérieurs. Nous continuons d'entendre les commentaires de nos étudiants confirmant ces faits. En permettant aux étudiants de faire l'expérience de la recherche universitaire en menant leur propre projet, nous leur donnons des outils bien au-delà de ce qu'ils recevraient dans les cours. Pour tous ces étudiants, cela s'étend à la présentation de leur recherche lors d'une conférence universitaire, car nous avons une session d'affiches chaque année au campus, mais c'est aussi pour quelques étudiants l'occasion de avoir les publications ou les conférences au-delà de notre campus. À titre exemple de l'extraordinaire recherche menée cette année, nous avons demandé à l'une de nos boursiers, Sophie Walden, de préparer une brève vidéo. Son projet est particulièrement remarquable pour notre programme car nous avons appris des leçons sur la façon dont nous pouvons travailler pour décoloniser le campus et notre programme de recherche. Un défi toujours présent chez les universitaires. Merci beaucoup pour avoir écouté et j'espère que vous apprécierez la présentation suivante. Bonjour à tous. J'aimerais reconnaître que je me situe sur le territoire du traité numéro 6, terres ancestrales des peuples Cree, Dene, Métis, Nakota-Sioux, Pieds-Noirs et Saulteaux. Je suis reconnaissante à ces peuples, à leurs ancêtres et à tous les êtres vivants et non vivants qui vivent en relation sur le territoire, de m'accueillir avec ma famille. Je m'appelle Sophie Walden, je suis étudiante en dernière année du baccalauréat d'éducation élémentaire, ici au campus Saint-Jean. Je m'adresse à vous aujourd'hui en qualité de récipiendaire de la bourse Roger S. Smith du Bureau de la recherche. Cet été, j'ai eu l'occasion de faire de la recherche sous la direction de Dr Cindy Godet, chercheur et auteur métis et professeur ici au campus. J'aimerais profiter de cette occasion pour reconnaître l'excellence académique du Dr Godet et la remercier pour son accompagnement depuis le début de notre chemin ensemble. Cette recherche répond au besoin de donner aux élèves de demain un espace d'apprentissage qui reconnaît et valorise les expériences, la pensée et les valeurs autochtones, telles que l'exige la norme de qualité de l'enseignement. Dans le cadre de cette recherche, je me suis demandé s'il est possible de décoloniser un espace éducatif
au sein d'une institution colonisée? Et quelles conditions sont nécessaires pour créer un espace d'apprentissage libéré de l'oppression coloniale? Le terme colonial caractérise une structure perpétuant les stratégies raciales d'une vision occidentale du monde, où un groupe dominant, les Blancs européens, exerce librement son contrôle sur et impose son agenda à un groupe dominé, les personnes autochtones et de couleur. Le groupe dominant fait cela dans le but de maintenir ses privilèges et son pouvoir au moyen d'une violence physique, symbolique, économique, sociale et culturelle. Identifions le point de vue du locuteur. Qui parle ici? En procédant à une localisation de soi. Moi, Sophie Walden, colon de première génération sur le territoire nommé aujourd'hui Canada. Je suis blanche, européenne et francophone. Attribut valorisé par la société coloniale canadienne, ce qui me permet d'atteindre des succès économiques, politiques, sociaux et culturels. Ma perspective vient de la France, où règne le conservatisme social et où la pensée critique est un privilège. Je suis mère et bientôt enseignante. Mon impact sur comment les futures générations vont se représenter le monde est énorme. J'ai la responsabilité de m'interroger sur ce que mes mots, mes actions, mes attitudes vont transmettre à mes élèves. Est-ce que je vais leur montrer un monde binaire où prévaut l'avancement des uns aux dépens des autres, y compris de la terre qui nous nourrit? Ou est-ce que je vais enseigner un monde où toutes les méthodologies et les humains qui les font vivre sont valorisés et ont leur place, et où nous pouvons bien être tous ensemble? C'est ici au campus Saint-Jean, dans les cours des docteurs Godet, Campeau, Lemaire et Rousseau, que j'ai approfondi ma réflexion en justice sociale et vécu de nouvelles expériences de moi-même dans un contexte autochtone au sein des communautés Cri et Métis. C'est avec ma recherche cet été que ma prise de conscience de ma responsabilité coloniale et décoloniale a pris tout son essor. Je vais vous parler des différentes étapes qu'a suivi mon processus de décolonisation, ou dans les mots du docteur Dwayne Donald, mon désapprentissage du colonialisme. J'ai commencé mon cheminement avec une démarche de réflexivité autocritique qui m'a servi à reconnaître les préjugés en moi. Ensuite, lire plusieurs auteurs autochtones m'a aidé à identifier mes attitudes coloniales, à savoir la supériorité que j'attribue aux savoirs occidentaux et au point de vue européen, faire semblant d'écouter l'autre, privilégier mes besoins sur les siens, confisquer à l'autre sa voix en parlant pour lui, penser que ces attitudes sont neutres alors qu'elles ne le sont pas, et accepter le racisme systémique. Dans l'étape suivante de mon processus, j'ai découvert qu'en tant que blanche progressive, j'utilise deux stratégies pour protéger le système colonial dont je profite largement. D'une part, passer mon temps à essayer de prouver que je ne suis pas raciste en me cachant derrière mon intolérance au stress racial, que Dr. Robin DiAngelo appelle ma fragilité blanche. Et d'autre part, vouloir adopter des visions du monde, méthodologies et pratiques autochtones comme une façon de rechercher l'innocence, telle que le suggère Dr. Eve Tuck. Ces multiples remises en question étaient lourdes à porter et m'ont rendu inconfortable. Elles ont déstabilisé le colon en moi, pour reprendre les mots du Dr. Paulette Reagan. Elles m'ont déconstruite, mais aussi reconstruite. Dr. Godet m'a invité à rejoindre les Tabdi Femmes Michif, où avec 3 chercheuses métis, j'ai commencé à apprendre une nouvelle façon d'être en relationnalité et en réciprocité. J'ai vu quel bien-être est créé quand la responsabilité et le respect de toute forme de vie est une priorité. Ce cercle de partage, guidé par des principes autochtones, m'a appris que seul un espace d'apprentissage sécuritaire crée les conditions d'un apprentissage authentique. Par espace sécuritaire, j'entends un espace où les apprenants entrent avec confiance, exposent leur vulnérabilité, leur créativité et prennent des risques. Le dernier stade de mon processus a été d'identifier comment utiliser mon privilège de colon blanche pour avancer vers la décolonisation de l'espace de l'apprentissage. C'est en tenant les personnes de pouvoir responsables de leurs mots et de leurs actes, et c'est surtout en diffusant mes apprentissages, à travers cette vidéo par exemple,
pour nourrir la conversation parmi les éducateurs. Mon intention n'est pas de m'ériger en experte de la décolonisation. Je suis simplement en train d'apprendre avec humilité et de façon continuelle. Attention à ne pas saupoudrer du contenu autochtone dans notre enseignement de façon passive, juste pour cocher la norme 5 dans notre évaluation. Ce qu'il faut, c'est une implication active sur le temps long. C'est un cheminement personnel et professionnel. Alors, par où commencer? 2 lectures, Cray, je te salue, et au moins le premier chapitre de Is Everyone Really Equal? Un apprentissage expérientiel, participer à un exercice découverture en étant ouvert à ce que l'on va y recevoir. Et au quotidien, s'écouter parler et se regarder agir en se demandant « Est-ce qu'en ma présence, chaque élève se sentira accueilli dans son intégralité ?» Pour conclure, je retourne à ma question de recherche. Est-il possible de décoloniser un espace éducatif au sein d'une institution colonisée? Faut-il reformuler la question? Comment est-ce que c'est possible? Peut-être est-ce possible en commençant par comprendre comment l'espace est colonisé, comment on est soi-même colonisé, et par quel processus de responsabilisation de soi on peut se séparer peu à peu de ce qui nous colonise. Mais la décolonisation n'est pas limitée à cela. Elle vise surtout la rapatriation du territoire et de la vie des peuples autochtones, comme suggéré par le Dr. Yves Tuck, que j'aimerais honorer ici en citant ses propres mots. Decolonization is not accountable to settlers or settler futurity. Decolonization is accountable to indigenous sovereignty and futurity.